Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Fréquence E et dans l'émission La Voix des accompagnantes. Aujourd'hui, je te partage un entretien mené avec Magali Allais, qui est designer, et elle est passée du monde de l'automobile et de l'industrie automobile au sanitaire et au médico-social en embrassant aussi cette posture d'accompagnante. Elle accompagne aujourd'hui les personnes et les projets dans les lieux de vie des personnes fragilisées par l'âge. Donc ça, c'est vraiment un changement que j'avais envie, enfin un changement de voie professionnelle que j'avais envie de te partager avec son parcours. Et dans cet entretien, nous commençons d'abord par ce qu'elle fait aujourd'hui pour aller progressivement vers ce qui l'a amené à faire cette transition professionnelle, à faire cette reconversion, et finalement dans la continuité, puisqu'elle utilise toujours le design, elle est toujours designer, elle se présente comme ça. Et donc j'ai envie de te partager son entretien. Magali, c'est une rencontre professionnelle d'il y a peut-être 2 ou 3 ans. Et on a cheminé ensemble professionnellement et j'avais envie de te partager son message finalement derrière son activité et aussi peut-être ce qu'elle est en train d'inventer avec son approche et son agence de design thinking qui s'appelle Émotif, humainement créatif. Je te laisse avec Magali et je te dis très bonne écoute. Bonjour Magali. Bonjour Estelle. Alors Magali, donc je vous disais en introduction, est la créatrice, Magali Allais, pardon, est la créatrice de Émotif, une agence qui apporte de la poésie créative dans les lieux de vie des personnes fragilisées et de leurs aidants. Je vais laisser Magali évidemment développer ce propos qui est inscrit sur son site émotif.com ou .fr, Magali. Point .fr. .fr. C'est important. Alors, avant de rentrer dans le partage et la discussion avec Magali, comme d'habitude, je vais te laisser nous dire où est-ce que tu te situes, Magali? Dans quelle région es-tu? Alors, je suis en Charente. Et c'est aussi pour ça que mon site s'appelle émotif.fr. Je n'ai aucune velléité à développer à l'international. Restons en France. Il y a Ah, déjà tellement de choses à faire ici. on ne sait jamais que demain, il y ait des personnes qui reprennent, qu'il y ait des filiales des motifs. C'est ça. Non, je n'ai pas du tout cette ambition en tous les cas. Magali, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est émotif, plus précisément, et ce que toi tu y fais à l'intérieur? Ok. Donc, en fait, Émotif est une agence de design. Donc sur le site, il y a effectivement écrit agence de design thinking, donc la pensée design. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait, qu'est-ce que moi j'y fais? En fait, moi je porte en fait donc deux métiers. Je suis designer et surtout j'accompagne des projets et surtout des humains qui font les projets dans les lieux de vie des personnes fragilisées par l'âge. Et donc, dans ces équipes, en fait, ça peut être des aidants professionnels, des proches aidants. Et en fonction de leurs besoins, je peux intervenir donc dans des établissements médico-sociaux, dans des logements inclusifs ou également, du coup, chez le particulier. Donc, en fait, en fonction des offres et des accompagnements, je peux me situer à plusieurs niveaux en fait d'un processus, c'est-à-dire en amont, en aval, mais en général, ce que j'aime, c'est accompagner tout au long du chemin. Hmm. Alors, moi, j'ai parcouru ton site, évidemment, pour voir ce qu'il y avait, les différentes choses. Et j'adore, en fait, je crois que je me prends de passion de retourner sur les sites Internet que j'ai l'impression d'avoir quitté un peu. Et du coup, tu sais, je suis allée sur ton site et ensuite, je suis allée sur le mien. Et je me suis dit, il y a vraiment du taf. Bon, bah, parenthèse fermée. Et j'ai trouvé très agréable ton site et la circulation, en fait. Donc ça m'a parlé aussi des lieux. Il y avait vraiment des choses qui ont résonné et je pense qu'on va évoquer ça avec toi. Euh, et quand tu parles de ton métier, il y avait cette notion d'harmonie il y a plein de mots-clés dans ce que tu évoques sur ton site, mais il y a cette idée d'harmonie, de vivre ensemble.
et justement des personnes humaines qui sont là et de comment on vit ensemble. Moi, j'aimerais savoir, et je pense que les personnes qui nous écoutent aussi, c'est quel chemin justement t'a amené à avoir créé Émotif. Alors, ça fait partie aussi de ton histoire personnelle et tu vas peut-être nous amener quelques éclairages là-dessus, mais ouais, quel chemin t'a amené en fait à créer Émotif, donc ton entreprise, et puis finalement à inventer aussi un nouveau métier? Alors, il y a plusieurs questions dans cette question. Ouais, il y a plusieurs questions. Alors, du coup, si j'en reviens en fait au mot harmonie, euh, harmonie pour moi c'est un tout. En fait, c'est un tout à la fois, par exemple, dans un espace. Comment un espace est fait pour qu'on s'y sente bien. Donc, ça pourrait être formulé de cette façon-là. En tous les cas, pour moi, le fond, la forme sont liés et surtout l'intention, c'est-à-dire l'intention qu'on va vouloir porter dans un lieu et comment on va aussi la rendre concrète. Voilà. Donc en fait, ça joue sur plein de niveaux, mais l'objectif parfois, c'est d'aller au plus simple. Voilà. Donc l'harmonie, elle peut déjà rentrer en résonance entre est-ce que je suis en accord avec ce qui s'y passe en fait, qu'est-ce que j'y fais? Est-ce que justement, donc on appelle ça de l'usage, tu vois, enfin dans mon monde à moi, on appelle ça de l'usage, hein, voilà. Donc en gros, dans une chambre, est-ce qu'en fait, j'y dors principalement? Et on se rend compte que parfois dans la vie, bah, en fait, pour un tas de raisons, en fait, on n'y fait pas que y dormir. Voilà. Donc, en fait, c'est plutôt replacer au centre de l'usage, en fait, le lieu et surtout de se dire, est-ce que la personne qui l'habite est vraiment là, est vraiment présente, en fait? Est-ce qu'on va pouvoir avoir des indices de son identité? Est-ce qu'elle est pleinement épanouie, en fait, dans son lieu? Hmm. Ça, c'est. Ouais. Je... Alors, vous avez entendu un crayon, je pense, qui est tombé. Et du coup, comment tu t'es intéressé aux lieux, justement? Tu parles des lieux et qu'est-ce qui fait que tu es arrivé sur cette question des lieux, sachant que toi, tu viens d'un tout autre univers? Alors, j'imagine, je connais pas le métier justement, que tu fais et dans les endroits dans lesquels on peut évoluer, mais je me dis que il n'y a pas plein de designers dans le milieu dans lequel tu évolues aujourd'hui. Enfin, c'est ce que je me dis, c'est un a priori, mais peut-être que c'est en train d'arriver, je ne sais pas, ou c'est déjà là, tu vois. Comment tu peux nous expliquer ça? Alors en fait, donc en fait, c'est un phénomène qui arrive quand même avec des courants, en fait, des courants de pensée, des courants de design qui sont quand même liés au prendre soin, par exemple. Donc là, aujourd'hui, en fait, il y a vraiment des métiers émergents autour de cette notion-là. Mais en fait, ce sont des métiers qui sont hybridés. Par exemple, en fait, ça peut être des gens qui viennent par le chemin de la sociologie, d'autres qui viennent par le chemin de l'architecture ou alors toute autre chose, en fait, par exemple, le design de service, on appelle ça. Tu vois, il y a plusieurs champs de compétences. Et là, en fait, dans le monde dans lequel j'évolue, qu'on appelle, en fait, d'un point de vue institutionnel, le sanitaire et le médico-social, et ben en fait, tu peux avoir déjà des personnes qui sont dans ces champs-là et qui œuvrent, en fait, voilà. Donc, on œuvre tous, si tu veux, soit en complémentarité, soit en coopération. En fait, voilà, ça, après, c'est pour donner vie, en fait, à ces projets. Et parce que aussi, ce sont des milieux complexes qui ont vraiment besoin d'avoir différents regards sur une situation et qui vont pouvoir permettre, en fait, une transformation. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est de la transformation. Donc, du plus petit pas que tu peux imaginer à vraiment une transformation de fond. Alors, du coup, pour en revenir à pourquoi j'en suis arrivée là, c'est que moi, du coup, je viens du monde de l'industrie. Donc, et j'ai appris, en fait, j'ai appris tout ce qui était lié à l'esthétisme et surtout, du coup, comment créer une collection, par exemple, tu vois,
de papier peint, d'ameublement. Enfin voilà, tu vois, j'étais plutôt de ce milieu-là. Je me suis intéressée, moi, surtout aux matières, en fait, comment transformer des matières, quoi, par exemple. Ça, c'était vraiment mes premières appétences, en fait, au niveau du design. Et tout ça s'est transformé au fur et à mesure de mon histoire pour m'intéresser, en fait, à des processus de transformation de matière dans le secteur de l'industrie. Donc, c'était plutôt très complexe pour être une toute petite pièce au milieu d'un habitacle de voiture. Et donc, c'était un intérieur de voiture, tu vois. Donc, moi, je travaillais avec des designers qui étaient chez le constructeur et qui, eux, étaient en charge de créer de l'harmonie avec plein de petites pièces, avec plein tu vois, de données différentes et pour correspondre, en fait, à une identité de marque, par exemple. Et c'est vrai que moi, j'étais un rouage du système. Mais en même temps avec beaucoup de complexité. Mais ce qui m'a, moi, vraiment embarqué en fait dans cette expérience professionnelle, c'était faire avec. Et faire avec une équipe justement qui allait croiser ces différents regards sur un produit, une situation. Donc en fait, clairement, ce que je transpose aujourd'hui dans le monde du médico-social, c'est ce que j'ai appris à faire dans le monde de l'industrie pendant 17 ans. C'est juste que la différence, j'ai décidé de placer l'humain au centre du projet. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un impact positif dans la vie d'une personne. Et je dis une personne, mais du coup, ça peut être un groupe de personnes. Ou ça peut être de multiples groupes de personnes qui vont vivre ensemble. Mais l'intérêt, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'avais besoin de me sentir utile. Et ça tombe bien parce que je suis une femme, j'ai été aidante, enfin, je touche toutes les cases justement d'un point de vue sociologique sur le fait d'être utile. Sauf que pour moi, c'est vraiment mon moteur en fait. Sans m'oublier justement, en me respectant, en me mettant à ma juste place, en co-responsabilisant en fait toutes les personnes autour du projet. C'est-à-dire qu'en fait, chacun prend sa part. Le projet, en fait, il naît, il croît, il grandit parce que chacun est co-responsable. Est-ce que Donc tu voilà. aurais des exemples pour donner des images aux personnes qui vont nous écouter, de peut-être un ou deux exemples justement pour montrer où est-ce que toi t'interviens en fait? Par exemple, ça peut être, je vais, alors, comme je te disais, je peux travailler en amont ou en aval. Donc, je peux donner, en fait, là actuellement, j'accompagne en fait une équipe. Donc, on est vraiment en amont d'un projet où là, je les ai accompagnés en fait à faire émerger une vision d'un projet commun qu'ils pourraient mener sur la transformation d'un EHPAD. Et donc là, du coup, on n'est pas sur une transformation, par exemple, en partant de l'existant. Là, on est vraiment dans du futur. En fait, l'idée, c'est vraiment de repartir en mobilisant les citoyens, en mobilisant en fait toutes les personnes concernées par le projet sur leurs souhaits de ce futur en devenir. Quand tu dis une équipe, donc c'est une équipe d'un EHPAD dans ta région C'est qui ça. se dit on veut construire les, enfin, Ouais, qui se dit, en fait, c'est quoi l'EHPAD, ce futur EHPAD, en fait. ok. Donc, il y a un terme en ce moment aussi dans ce milieu qui circule, qui est l'EHPAD de demain. Tu vois, c'est des programmes, en fait, qui sont mis en place, en fait, parce que il y a beaucoup de lieux qui ne correspondent plus, en fait, aux attentes du citoyen, qui ont été aussi abandonnés, entre guillemets, d'un point de vue structurel, et du coup, qui demandent, en fait, à être renouvelés. Sauf qu'en fait, tu vas pas juste agir sur du bâti. En fait, il faut, comme je te l'expliquais, en fait, plutôt agir sur l'usage. Et donc, l'usage, c'est déjà solliciter, en fait, les personnes qui vont être amenées, en fait, à y aller, à y vivre, en fait, à partager des choses à l'intérieur de cet endroit. Et donc, dans ces cas-là, alors, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Hmm. Et ça, en fait, quand tu dis ça, c'est c'est quelque chose qui est admis, ou je sais pas comment dire, dans ton secteur, enfin, là où tu évolues, c'est quelque chose qui est admis de s'intéresser à l'usage. Et du coup, tu parlais aussi de citoyens, qu'on fasse appel aux personnes qui sont pas encore peut-être dedans, enfin, qui sont pas encore concernées, mais qui sont justement, qui vont peut-être, comme tu dis, être intéressées
de savoir ce qui s'y passe. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est dans l'air? Bah, oui, oui, c'est dans l'air. Après, tout le monde n'est pas complètement ouvert ou n'a pas tout à fait saisi ce que ça veut dire en implication. Mm. Tu vois, il faut toujours dépasser entre le verbatim en fait et la réalité matérielle, concrète. Qu'est-ce que ça sous-entend? Donc, je te parlais effectivement d'engagement et de coopération et ça se joue là en fait parce que si tu veux, il y en a qui peuvent rester dans des postures très clivées, alors qu'en fait, chacun a quelque chose à amener, à modifier. Enfin, tu vois, des fois, ce que je te dis, c'est pour ça, ça peut être vraiment le tout premier pas. En tous les cas, ce que moi j'apporte une fois que c'est admis, tu vois, une fois que c'est OK, en fait, Mhm. c'est ça, c'est ces espaces-temps en fait de réflexion, de fraîcheur, parce que j'amène en fait après mes outils d'accompagnante pour permettre et de la convivialité, tu vois, qu'on puisse réfléchir en fait ensemble. Tu vois, c'est tout un processus où tu emmènes les gens en fait dans, voilà, dans ces temps et qu'il les parfois hein, alors passer le dépassement tu vois, de l'étonnement et puis la résistance parce que des fois tu as de la résistance ben en fait le retour c'est frais, ça fait du bien de prendre ce temps pour réfléchir. C'est des prises de recul voilà, qu'on n'a pas et qu'on vit pas dans nos missions concrètes, quoi. Donc voilà. Mm. Alors là, tu parlais de imaginer C'est l'EHPAD ça. du futur. Est-ce que toi, tu interviens aussi dans les EHPAD existants et du coup, peut-être dans des parties, c'est pour donner encore des Ouais, exemples, tu vois, de ouais. projets là. Et donc, effectivement, donc ça, c'est vraiment un sujet en aval. Après, il y a vraiment la rénovation concrète, en fait, d'unités de vie qui sont, comme je te parlais, de plutôt de vétusté. Et là, c'est comment améliorer le confort sensoriel, en fait, d'une unité de vie, d'un établissement. Comment redonner aussi du sens aux espaces, parce que tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'espaces qui sont soit mutualisés à beaucoup d'actions et d'usages différents et qui est très confusant, en fait, pour, par exemple, la personne âgée. Après, tu peux avoir un cas concret où tu as de tout petits espaces surinvestis alors que tu as des grands espaces de circulation ou intermédiaires et où en fait on stocke des plantes vertes ou on stocke des chariots quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment là si tu veux que je te l'image, c'est ça quoi. C'est une Hmm. réalité. Oui. Et, et là on est clairement dans un quotidien qui s'est installé dans des actions en fait qui sont vraiment des actions de soins par exemple hein, et malheureusement en fait on réinterroge plus son environnement de travail pour le professionnel et du coup de vie en fait pour par exemple un résident enfin ou une famille par exemple tu vois une famille qui vient dans ces lieux donc ça cristallise parfois de l'incompréhension de, de, de la colère, de la tristesse. Enfin, tu vois, il y a plein de choses en fait qui se passent Hmm. pour chacun. Alors que c'est juste déjà, prenons le temps de regarder ensemble ce qui s'y passe et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Hmm. Justement, toi, tu parlais de l'humain tout à l'heure et de mettre la place de l'humain dans tout ça. Enfin, dans tout ça, dans ton travail finalement, de passer de l'industrie à utiliser les outils que tu utilisais toi finalement en Ouais, intégrant dans ce jeu, en plus dans l'univers dans lequel tu es, comme le médico-social, ben forcément, il y a plein d'humains partout. Et donc, comme tu le dis, il y a les familles, il y a la personne qui vit là et les travailleurs. Du coup, euh, comment tu accompagnes, c'est quoi ton processus ou ton approche peut-être, euh, qui parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé de résistance aussi, et le mot qui m'est venu, c'est aussi la pédagogie pour l'institution, etc. mm, Comment,
comment toi tu arrives à, comment une fois que tu es à l'intérieur, hein, comment tu amènes toutes ces parties prenantes à travailler ensemble? Ou comment tu aimes travailler, processer avec eux peut-être? En fait, je me rends compte que ce que j'aime, c'est... donc, du coup, je te parlais tu as la méthode, tu as les outils, et puis surtout, tu as l'adaptation. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la situation, en fonction de la problématique qui est posée au démarrage, quelle est l'intention, en fait, tu vois, du commanditaire, bah, c'est déjà d'aller m'immerger dans le lieu euh, pour comprendre si ça va être en adéquation. Et souvent, en fait, je peux découvrir autre chose que ce qui avait été formulé. Ou une sorte de priorité. C'est-à-dire que tout d'un coup, il se passe quelque chose de plus important en tous les cas que ce qu'on m'avait formulé. Donc, en fait, une fois que ça s'est posé, bah, c'est bien recadré. Et là, moi, je prépare quand même le déploiement de la méthodologie, en fait. C'est comment, avec des grands phasages, et puis après, dans ces phasages, comment ça va se mettre en place au fur et à mesure du temps, parce qu'en fait, bah, ça prend du temps, très clairement. Après, ça peut être, une fois que j'ai fait cette immersion, je peux avoir besoin de travailler des points plus précis avec des équipes et toujours basé sur le volontariat, c'est-à-dire que en fait, ma présence n'est imposée à personne, c'est l'idée. Euh, et donc, c'est d'avancer, voilà, au fur et à mesure des sujets. Voilà, à la fois de l'écoute, de l'interview, de la prise, voilà, de photos, de faire la petite souris dans les lieux, tu vois. En plus, j'ai une grande capacité à me fondre dans le décor. On m'oublie. Et puis après, bah, c'est d'avancer au fur et à mesure des étapes, par exemple, quand je te parle de transformation, euh, sur, euh, sur vraiment avec, avec quand même une équipe sur place qui est impliquée. C'est-à-dire que moi, je suis pas à l'intérieur. Donc, en fait, l'établissement continue à vivre. Il se passe plein de trucs, en fait, dans la vie d'un établissement. Et du coup, bah, en fait, ce qui est hyper important, c'est d'avoir un relais aussi sur place qui peut me donner, en fait, un tas d'éléments de contexte, en fait, quand les choses bougent ou bougent pas, ou qu'est-ce que ça veut dire. Enfin, et donc là, du coup, il y a un dialogue, là, pour le coup. C'est comme si je me retrouvais aussi au-delà de transformer des équipes, en fait, c'est à la fois travailler avec des équipes, mais à la fois travailler avec des individualités. Et du coup, je me suis quand même rendu compte que j'aimais aussi beaucoup cette partie-là, Mmh. parce que, euh, parce que je permets à la personne de monter en compétence aussi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une sorte, dont tu parlais de bien expliquer, bah, en fait, je pense que j'ai une pédagogie naturelle qui a toujours été présente, hein, qui fait vraiment partie de mon identité. Et du coup, la personne, elle peut vraiment s'en saisir. Et en fait, le processus est aussi transformant pour elle. Mmh. Ouais, toutes les parties prenantes en bénéficient au final et C'est vraiment mon intention. Moi, pour moi, enfin, en fait, on transforme un projet, mais un projet qui est centré sur l'humain et tout le monde se transforme. En fait, mmh, c'est vraiment l'idée, quoi, en fait. exactement et est-ce que tu travailles avec des parce que j'imagine pour transformer un lieu après, enfin concrètement, est-ce que du coup, toi, tu as des partenaires? Comment ça se passe? Peut-être les partenaires auxquels tu fais tout le temps appel toi quand tu vas dans un projet? Comment ça marche? Pour l'instant, j'en suis pas à cette étape de mon histoire. Là, plutôt, moi, j'accompagne l'établissement et ensuite l'établissement, par exemple, trouve un maître d'œuvre, tu vois, pour réaliser. Mmh. Et là, en fait, ensuite, on coopère. Mmh. Moi, c'est quand même l'établissement qui reste le commanditaire et du coup, voilà, je suis, moi, je suis garant, en fait, si tu veux, de à la fois cette étude qui est menée avec lui, comment on va le transformer de l'intérieur, mais ensuite, je peux être aussi, je peux les accompagner à arbitrer, tu vois, par exemple, des choix à faire d'un point de vue économique. Ça arrive souvent, tu vois. Mmh. Donc, je peux intervenir à ce niveau-là, je peux intervenir sur plutôt la partie esthétique, tu vois, arbitrage esthétique.
Ce qui me tient à cœur, moi, c'est d'être garante de ça jusqu'au bout du processus parce que parfois, malheureusement, par méconnaissance, les personnes ont tendance à regarder, tu vois, par exemple, le budget, à arbitrer par rapport à un budget sans penser à l'esthétique. Alors qu'en fait, c'est pas parce que tu vas réduire ton budget que tu peux pas faire esthétique. Voilà. Donc en fait, ça c'est mon œil. Ça c'est vraiment mon expertise première qui me permet d'accompagner des équipes au sein des établissements à faire des bons choix. Alors quand je dis des bons choix, c'est très relatif, hein, comme on dit, les goûts et les couleurs, mais en tous les cas, des choix en cohérence avec le point de départ du projet et comment il a été posé avec le client. Mmh. Quand tu me parles de temps long, par rapport au projet, enfin, comme il y en a des j'imagine, il y en a des qui sont tous différents, quand tu parles de temps long, c'est quoi? C'est 6 mois, 1 an? Enfin, c'est quoi en fait, de quoi ont Ouais, besoin les gens? bah, Ouais, tu vois, c'est ça, en fait. Enfin, c'est en moyenne, tu vois, j'ai une mmh, moyenne là, avec le recul, là, c'est 9 mois. OK. Mmh. 9 mois, c'est le projet, je dirais, qui est maturé, qui arrive à. Alors, presque 9 mois, ça peut être un projet qui est maturé, qui est livré. Mais, par exemple, dans ces processus-là, il n'y a pas encore eu l'appropriation, en fait, des gens dans le lieu. Donc après, il y a encore tu vois, par exemple, là, il y a un projet, je vais aller retourner voir mes clients. Donc là, c'est super chouette parce que, en fait, ça fera, quand je vais retourner les voir, je crois qu'ils seront à plus de 6 mois, tu vois, d'appropriation. Donc là, je vais vraiment avoir une photographie de comment ils se sont saisis du projet, comment ils vont investir, en fait. Enfin, voilà. Donc ça, c'est super chouette aussi d'avoir. Tu vois, c'est en fait ça qui m'enthousiasme, en fait. C'est vraiment après de voir voilà, ce qui a fonctionné, ce qui fonctionne moins bien, mais c'est pas grave parce que souvent, des fois, dans les processus, ça peut être des choses très simples. Donc, en général, quand je reviens, bah, j'arrive à, tu vois, on peut modifier encore quelque chose, en fait. Mais très simplement. Enfin, tu vois, voilà. Mmh. Ouais, tu as besoin de voir le les tu besoin qu'il y ait un qu'il y ait que tu de voir que qu'est-ce qui s'est passe qu'est-ce qui se passe quand les personnes vivent, c vivent la transformation, en fait, et pas juste, partir et puis, ciao, on se revoit, quand vous aurez d'autres problèmes ou d'autres, demandes, mais plutôt de maintenant que c'est là, qu'est-ce qui se passe, en fait, pour vous, en fait? Ah ouais, non, parce qu'en fait, enfin, alors, il y a plusieurs choses. Il y a, c'est ma, c'est ma station-service à estime de moi, tu vois. C'est déjà première phase. Station-service. Tu Oui. vois, je m'arrête à la pompe, en fait, et puis du coup, je kiffe, en fait. Je kiffe avec les clients, en fait, cette transformation, Mmh. ce qui s'est joué pour eux, en fait, comment chacun est content, en fait, ou pas, hein. Je prends aussi, hein, quand ça va pas, voilà, de comprendre, ah bon, bah ok. Après, il y a un constat qui est fait, en fait, de se dire, bon, bah ok, est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Bah, des fois, non, en fait, parce que quand tu mets une contrainte de temps, de budget, bah, t'as fait au mieux que tu pouvais à l'instant T, en fait. Donc, Mmh. il y a aussi ça, c'est de l'humilité aussi sur ces projets. En fait, moi, tu vois, dans mon ancien milieu, on parlait d'effet waouh. L'effet waouh, c'était l'effet qui te rendait bouche bée de technologie, de scintillement, dès que tu vois le côté où c'est incroyable la technique. Et là, en fait, moi, l'effet waouh, c'est vraiment le sourire sur les visages, en fait. Tu vois, c'est les merci, tu vois, on kiffe, quoi. Juste on kiffe, quoi. Donc Mmh. voilà, moi, je me shoot à ça, en fait. Non, mais j'adore cette idée de se dire: «On se revoit dans 6 mois et on fait une fête», quoi, tu vois? Et il y a un goût comme Et ça. je t'avouerais que, en fait, je sais pas, hein, j'adorerais que dans mon processus d'accompagnement, ça finisse toujours par une fête. Ah oui, moi je trouve que le pouce, ça met un point comme ça et un début aussi pour autre chose, mais il y a un truc qui s'installe, ouais, ça me parle C'est beaucoup en ça. tout cas.
J'aime beaucoup cette idée, hein. Mm. Euh, alors, moi, j'aimerais revenir sur ce mot-là de transformation en lien avec les mots que tu utilises sur ton site de mieux vivre ensemble. C'est quoi les constats? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont écouter, qui savent parce qu'elles sont concernées, mais il y en a peut-être plein d'autres qui ne savent pas du tout en fait ce qui se passe, qui ne s'intéressent pas forcément à ce sujet, ou bref, peu importe. Mais du coup, quand tu parles de transformation, tu as parlé de la vétusté, etc., des lieux, etc. Mais peut-être il y a d'autres choses dans, je sais pas, les constats que toi tu fais et du coup, qu'est-ce que cette notion de transformation, bah, toi, qu'est-ce que bah, tu as expliqué comment tu pouvais transformer justement les choses, mais le lien avec le vivre ensemble. Pourquoi, toi, ça t'intéresse cette histoire de vivre ensemble? Alors, il y a plein de, il y a plein de portes d'entrée possibles sur le vivre ensemble. Euh, alors, donc déjà, je vais rester en fait sur le fait d'être à l'intérieur de cet établissement et aussi faire un parallèle avec ce métier que moi je transforme en fait, hein. C'est-à-dire que mon métier de designer, moi, il se transforme tous les jours pour accompagner ses équipes. Donc en fait, je me forme, je m'outille en fait et surtout m'approprie ces outils pour mieux les accompagner. Et en parallèle, je te parlais effectivement d'être je dirais en binôme en fait avec des métiers qui sont à l'intérieur. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que ces personnes, elles transforment également leur métier. Elles transforment leur posture, elles l'hybrident. Et en fait, si tu veux, c'est vraiment ça le constat. C'est que aujourd'hui, ces institutions, elles ont besoin effectivement d'ouvrir les fenêtres et les portes, en fait, hein, laisser rentrer l'air, ça c'est une évidence. Euh, mais les êtres humains à l'intérieur ont besoin aussi d'imaginer des hybridations de métiers pour eux. Et que là, en fait, tout est tellement codifié, hiérarchisé, enfin, qu'en fait, ils sont dans des carcans qui ne peuvent pas bouger. Alors, je reviens pas hein, sur le fait de la valorisation hein, des métiers du soin qui sont, enfin, je veux dire, ça, c'est pas mon propos, hein, on est d'accord. Enfin, l'idée, c'est de toute façon d'en démarrer par là, c'est une Mm, évidence. mm, Mais ensuite, c'est aussi de proposer des palettes de possibles, en fait, à ces métiers d'accompagnement du soin. Parce qu'il y a des envies, hein, parce qu'il y a vraiment des... Et c'est ça, alors pourquoi je te dis ça, c'est aussi pour le vivre ensemble, hein. C'est-à-dire que aussi on considère que vivre ensemble, ben, c'est d'être dans la vie, dans ce que tu vas partager, et ben en fait ça demande à un soignant, par exemple, de savoir ben, vivre aussi, en fait. Et ça fait partie de son métier. mm, Malheureusement, sur une fiche de poste, ça peut ne pas être inscrit, en fait. Enfin, c'est pas sa mission première, en fait. Bah, en fait, si être en interaction avec une personne âgée, savoir s'adresser à elle, s'intéresser à elle, rentrer en conversation. Enfin, tu vois, enfin, ça me paraît primordial. mm, Malheureusement, tout le temps étant compté, en mhm, fait, ou réduit à une tâche, tu vois, une tâche exécutive, opérationnelle, mm, ben, on le perd. mm, Donc moi, le vivre ensemble, en fait, il se situe là, c'est surtout, on parle de lien. Enfin, tu vois, là, moi, vraiment, je me rends compte que mon action, elle est d'amener les projets à créer des liens, en fait. Donc, que ce soit dans les espaces, que ce soit dans les interactions, enfin, tu vois, c'est vraiment comment on prend soin de ces liens, en fait. mm. Oui, j'aime bien l'idée de passer par les projets justement qui vont peut-être être liés au lieu pour arriver à d'autres choses. C'est ça. Mais en fait, c'est ça, tu vois, je pourrais presque dire qu'en fait, moi, c'est un prétexte, en fait, hein. Le lieu, c'est un prétexte. Je Mm. pourrais dire ça. Ouais. Oui, Bon, oui, après, c'est la réalité, mais tu vois, c'est ça, ouais. c'est la réalité. En fait, c'est la Mm. réalité matérielle de ce qu'on vit. En fait, Mhm. donc, on est dans ces lieux et voilà, qu'est-ce qui s'y passe? On a envie d'y être bien. Mais quand je dis moi y être bien, tu vois, on n'est pas dans...
on n'est pas dans le fait d'upgrader tout, en fait, hein. Tu vois, je veux dire, je suis pas, je cherche pas à rendre les lieux premium plus, tu vois. Et ça aussi, c'est une petite anecdote à mon ancien milieu, en fait, hein. Il y avait le bas de gamme, l'entrée de gamme et le premium. Bon, Oui. voilà, moi, bizarrement, je m'attaquais beaucoup au milieu de gamme et comment faire en sorte d'y trouver déjà ses propres valeurs intrinsèques, hein, en fait, plutôt que de Hmm. copier ce qui semblait être premium et en fait ne l'était pas. Je n'y voyais déjà pas d'intérêt dans ce milieu. Donc là, aujourd'hui, encore moins, en fait. Voilà. Hmm. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment tu vois, l'ancrage local. Qui sont les gens qui vivent en ancrage local? Enfin, qu'est-ce qui a du sens pour eux? Comment ça résonne et comment tout ça, en fait, se transforme dans un lieu où on va avoir envie de vivre ensemble. Hmm. Hmm. Comment, depuis que toi, tu as commencé ton activité, quel regard tu portes en fait sur justement, parce que entre être en interaction avec différentes parties prenantes et justement des institutions versus travailler avec des indépendants, c'est quand même pas la même chose. Donc il y a tout cet univers, euh, plus le fait d'amener une pensée aussi qui peut-être génère des résistances ou des incompréhensions, ou peut-être parce que c'est pas connu. Euh, et aujourd'hui, entre le moment où toi tu t'es lancé, tu as démarré, et aujourd'hui, comment tu regardes ton métier à toi d'accompagnante qui est justement hybride, qui est multiple, qui est transverse? C'est quoi le regard que tu portes sur ton chemin là de ces dernières années? Alors, en fait, je te parlais d'humilité, en fait, c'est d'accepter de soutenir un projet avec ce qui est déjà là, en fait. C'est-à-dire que c'est pas d'aller, tu vois, on parlait de transformation. L'idée, c'est pas aller à l'encontre d'une transformation qui serait idéale et où tu dis, bah, t'as pas le choix, hein, c'est le chemin que tu dois prendre. Bah non, en fait. C'est de le faire, en fait, au rythme des clients, en fait, au rythme des commanditaires. C'est qu'est-ce que eux se sentent OK de vivre et de porter, en fait. Donc, du coup, moi, mon chemin, en fait, il est d'être accompagnant. En fait, j'ouvre la voie, si tu veux, mais je suis vraiment pas loin, en fait. Enfin, tu vois, c'est pas, enfin, je les accompagne pour que eux puissent voir la même lumière que moi et on avance. C'est vraiment Mm. cette image-là, tu vois, qui me vient. Mm. Là où, et puis encore une fois, quand j'ai démarré, j'ai démarré aussi sur déjà une recherche de posture pour ma part, ensuite une recherche aussi euh, de forme de projet à accompagner. Donc aujourd'hui, je sais que ça peut être multiple. Là, tu vois, autant je te parle. Donc là, on a vraiment parlé des accompagnements que je peux faire dans le secteur du médico-social et donc qui concerne les lieux qu'on appelle EHPAD. Dans mon histoire aussi, c'est vraiment d'accompagner des aidants, tu vois, des aidants chez eux dans leur domicile. Et là, en fait, c'est euh, c'est un accompagnement aussi basé sur le même socle, hein, qui est faire projet, comment on allume la flamme, comment on permet, là pour le coup, à l'aidant de trouver du répit. Mais du coup, on est vraiment dans un temps doux, dans un temps lent et encore une fois au rythme de l'aidant. Euh, donc voilà, enfin, je suis complètement OK, tu vois, à la fois sur des projets dits d'ampleur et sur des temps longs, et aussi pareil pour, bah voilà, pour un aidant qui aurait vraiment besoin de retrouver de la ressource pour lui-même, de se poser, d'accepter, de faire le point, enfin, mais en le mobilisant sur ce qu'il aimerait lui et sur un projet voilà, concret. Mm. Parce que ça, quoi qu'on en pense, c'est hyper gratifiant de voir quelque chose qui s'est transformé à l'extérieur de nous pour mieux comprendre aussi ce qui s'est passé à l'intérieur de nous. Tu vois. Mm.
Est-ce que tu as envie de parler de ton cheminement à toi personnel qui t'a amené justement dans ce milieu professionnel? Parce que Euh, j'imagine que tu y avais pas pensé, quand tu étais dans l'industrie, même avant, je sais pas, dans tes études. Est-ce que, tu t'étais dit que tu allais te retrouver là? non, pas du tout, parce que même dans mes études, en fait, j'étais pas le côté réflexif, en fait, était vraiment, il était présent si tu veux, mais il était réflexif pour argumenter et vendre un produit. Il n'était pas pour, tu vois, cheminer, te positionner d'un point de vue éthique, savoir justement quelle est ta juste distance en fait avec le projet, avec la personne que tu vas accompagner. En fait, moi, j'ai découvert vraiment cette capacité que j'avais en accompagnant ma grand-mère, parce que du coup, j'ai été aidante de ma grand-mère. Et c'est ça qui m'a permis de comprendre ces doubles postures, en fait. Tu vois, d'où tu pars. Euh, J'aurais pu avoir un chemin compliqué avec beaucoup d'affects, en fait, qui s'invitent autour de la table. Et en fait, j'ai toujours réussi à prendre la juste distance, en fait, pour lui laisser, elle, l'expression juste aussi sur ce qu'elle souhaitait, enfin, et, et, et voilà, et transformer des choses pour elle, mais toujours avec discernement, quoi, avec son point de vue, avec son tempo, voilà, avec ce qui était OK pour elle. Mmh. À ce moment-là, toi, tu as été aidée pour être aidante justement? Tu as été accompagnée dans ce cheminement-là? Alors, en fait, les rencontres ont fait que j'ai été aidée, euh, mais comme beaucoup d'aidants. Donc, en fait, encore une fois, tu vois, on va parler d'accompagnement, mais du coup, je vais aussi parler des aidants. En fait, la difficulté des aidants, c'est de se reconnaître aidant. Parce que on fait tous ce chemin du cœur. Voilà, on aide nos proches parce que on a des liens de filiation avec eux et parce qu'on les aime très fort. Et donc, malheureusement, on peut en chemin s'épuiser et même mourir avant eux. En fait, c'est ça le constat. Voilà, donc c'est vraiment quand moi j'ai réalisé en fait tout d'un coup cette place que je prenais pour ma grand-mère, j'ai fait un pas de recul, je me suis fait accompagner, notamment pour comprendre les émotions qui me traversaient, parce que parallèlement je vivais un deuil, je vivais le deuil de ma mère, et il était hors de question que j'explose en plein vol en fait parce que j'avais pas pris soin de moi à ce moment-là. Donc, en ayant pris ce recul, j'ai compris que ça me tenait vraiment à cœur d'accompagner ma grand-mère. Par contre, pas seule. Et de pouvoir le faire, en fait, avec le soutien de ma famille. Donc, quand je dis ma famille, c'est mon père, ma sœur, c'est mon conjoint, enfin voilà. Ensuite, et de vraiment créer bah, à la fois un environnement humain autour de ma grand-mère, autour du projet de son installation en Charente, parce qu'elle vivait en région parisienne. Et voilà. Et donc, j'ai appelé ça une aidance partagée, tu vois. L'idée, c'était vraiment que chacun puisse se mobiliser pour le bien-être de ma grand-mère en fonction de ce qu'il se sentait super OK de faire. Et donc, du coup, ses appétences. Mmh. Et à un moment et du coup, c'est ça, est-ce qu'il y a eu une discussion, une parole, quelque chose qui fait que toi, tu t'es dit: «Professionnellement, je vais continuer et je vais aller, au-delà d'être aidante, je vais aller dans les structures, amener mon savoir-faire»? Et ben, en fait, quand tu es confronté en fait, à l'accompagnement d'une personne âgée, tu te retrouves à aller dans des lieux incroyables, en fait, où, en fait, on est censé s'occuper d'eux, de prodiguer des soins, d'avoir une attention particulière, de rentrer en écoute et en empathie avec eux. Et là, en fait, tu te rends compte que, ben, non, des fois, ça ne se fait pas du tout. Il n'y a pas de rencontre. C'est juste hyper compliqué. Tout est hyper compliqué. Tu gares Mmh. une voiture sur un parking, si tu dois faire, je sais pas moi, 500 mètres, le fauteuil pour soutenir, tu vois, ce cheminement, en fait, il a 300 mètres. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Donc, Mmh. tout devient hyper compliqué. Donc, quand tu vis ça,
toi, ok, t'es valide et tout, tu vis ça, tu te dis, non, mais attends, là, c'est inhumain à la base. Tu veux prendre un rendez-vous, enfin, tu trouves pas la porte, enfin, bon, bref, ça, tout le monde le vit très bien, hein, c'est de quoi je parle. Maintenant, non, c'était hors de question que je, je n'intervienne pas. Et si tu veux, je pense que parallèlement, les voitures allaient continuer à se vendre, hein, même si mes jolies petites pièces plastiques allaient pas les orner, tu vois, enfin, allaient pas briller à l'intérieur. On a Donc, conclu, clairement. si vous n'avez plus de paillettes dans vos voitures, c'est parce que Magali n'est plus dans l'industrie automobile française. Non, mais voilà, exactement. Tu as Mais trouvé, oui, c'est ça la raison. assume, assume. Non, non, je crois ils ont réussi. Non, mais par contre, effectivement, il y a surtout eu une prise de conscience aussi écologique aussi, hein, qui est de dire comment, comment justement on rend sexy et séduisant ce type de produit sans pour autant en arriver là. Hmm. Enfin voilà, ils n'avaient pas besoin de moi, je pense. J'ai rencontré beaucoup de gens formidables, mais ils pouvaient faire sans moi. On les salue. On les salue, On les voilà. salue. Ils se reconnaîtront tous. Tout ton fan club. Alors, peut-être pour conclure notre entretien, ça fait déjà 3 quarts d'heure, tu vois, le temps passe très très vite. Euh, c'est la question, je pense, que j'ai envie d'installer dans le podcast pour conclure, que tu nous partages un peu ta vision C'est quoi ta vision du futur, en fait? C'est quoi ta vision du futur et... Ouais, à quoi ressemble ton futur ou le futur du monde? Tu prends la question comme tu as envie. Je t'ai parlé des liens et moi, mon futur à moi, c'est ça en fait. J'aimerais vraiment qu'il y ait cette notion de parcours de vie en fait, tu vois, et du coup de parcours de lieu de vie ancré dans notre avancée en âge. Moi, pour moi, c'est vraiment de pouvoir respecter les volontés de chacun. Et même si on a besoin de plus en plus de soutien médicale ou dans nos actions de tous les jours, qu'en fait tout ça soit juste fluide et qu'on n'ait pas à vivre des moments douloureux de séparation, des choix, des choix à faire qui sont est-ce qu'on privilégie la distance ou est-ce qu'on privilégie, tu vois, parce qu'au final tout ça, ça isole. Voilà. Donc moi, enfin, en tous les cas, c'est ce que je me souhaite pour moi-même Hmm. d'avoir cette sérénité, tu vois, d'avancer en âge, et qui fait que tout ça, d'ailleurs, ce serait même plus une question, en fait. Oui. Hmm. Merci Magali pour cet Merci à toi échange aussi. et tout le partage. Je pense que ça va vous intéresser et si vous avez des questions, de toute façon, je vais mettre le lien du site de Magali, la newsletter si vous voulez avoir des nouvelles, des motifs en Charente et savoir ce qui se passe là-bas. Parce que voilà, c'est aussi le ton et la manière de Magali qui est intéressante aussi à écouter, mais qu'on soit dans ce milieu ou pas, en fait, il y a quelque chose à entendre puisque ça parle de sujets collectifs. Et d'ailleurs, j'ai missionné Magali sans moyens financiers, donc on fera peut-être une cagnotte un jour de penser au projet des seniors de l'entrepreneuriat des seniors plus, et parce que c'est sûr qu'on a trop de trucs à faire en tant que senior. Et puis surtout, on veut être en intergénérationnel. Je suis déjà en train de penser au futur, mais voilà. Et je pense que Magali sera notre ressource. Voilà, Magali. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour terminer cet entretien? Écoute, je crois que j'ai fait le tour. En tous les cas, pour tous ceux qui nous entendent, euh, mon message, ce serait vraiment euh, suivez effectivement votre voie d'accompagnant et dites-vous que en fait, vous pouvez vraiment créer votre façon, vos métiers, vraiment comme vous le souhaitez, en fait. Avec toujours ce questionnement de l'éthique. Voilà. Je dirais que c'est plutôt ça. C'est ça qui me semble primordial, en fait. C'est, voilà, choisir en conscience, en tous les cas, ce qu'on fait et comment on veut le faire.
Merci à toi, Estelle, de proposer ce format qui va forcément nourrir les réflexions individuelles. Hmm. Merci Magali. À À bientôt. bientôt.